Bonjour et bienvenue sur le podcast Sois sage et parle fort, le podcast pour oser, se changer, ne plus se conformer, se cultiver, rire, parfois pleurer, débattre de sujets et anecdotes variés. Je suis Marie et comme vous le savez, j'ai décidé d'arrêter d'être sage et de parler fort de sujets qui nous touchent tous et toutes. Il y a une phrase que j'aimerais vous partager avant de démarrer cet épisode et elle est de Victor Hugo. Il a dit « Tu n'es plus là où tu étais, mais tu es partout là où je suis ». Perdre un être cher est malheureusement notre destin à tous et à toutes. Le temps passe et les années filent et la mort vient frapper à notre porte. Et parfois, pour on ne sait quelle raison, la mort arrive bien plus tôt que prévu, injuste, incompréhensible, inexplicable. Elle se manifeste parfois alors que rien ne le prédestinait. Ou peut-être que si finalement, si l'on en croit Audrey avec qui j'avais fait un épisode sur la médiumnité. Aujourd'hui, comme vous l'aurez compris, nous allons aborder la mort, mais surtout l'amour. L'amour avec un grand A que peu de personnes ont la chance de connaître. J'ai beaucoup d'émotions à faire cet épisode aujourd'hui, car je reçois une personne de ma famille, et plus précisément ma cousine Lucie, installée en Suisse depuis plusieurs années. Lucie est une femme vibrante, sensible et touchante qui ne laisse pas indifférent. Lucie a eu la joie de rencontrer ce que l'on pourrait dire être son âme sœur. Une histoire d'amour forte et incroyable qui ferait rêver plus d'un. Mais la vie en a décidé autrement. Et j'espère que son histoire vous touchera autant qu'elle me touche, une histoire qui fait réfléchir sur l'amour, le rapport à la vie et à la mort, et le courage de se relever et d'avancer coûte que coûte. Alors, bonjour Lucie, je te laisse te présenter, nous dire qui tu es, quel âge as-tu et ce que tu fais dans la vie. Oui, waouh, je suis juste, déjà émue par tout ce que tu as dit. Alors, j'habite effectivement en Suisse, je suis d'origine française, j'habite dans une toute belle région entre le lac et les montagnes. Ça fait 13 ans que j'habite ici et puis, j'ai 39 ans. Je travaille, dans les ressources humaines, dans l'administration, publique et je m'occupe, notamment d'accompagnement en lien avec la gestion de carrière, les souhaits d'évolution professionnelle, des coachings, des bilans de compétences. J'aime beaucoup mon métier. Et je suis également la maman de deux enfants, un garçon qui a 9 ans, qui a tout juste 9 ans, et une fille qui a 6 ans et demi. Voilà, donc c'est une première quand même pour moi de, de parler, parce que j'ai quand même plutôt l'habitude d'écouter les autres. Alors voilà, j'espère que je vais pouvoir être assez claire dans mes propos. Alors, outre le fait que tu sois forte et résiliente, comme je l'ai dit au début de l'épisode, tu es ma cousine, donc je suis encore plus Mhm. contente de t'accueillir dans ce podcast. Mhm. Tu as eu la chance de vivre une histoire d'amour assez incroyable, enfin de mon point de vue, avec Julien, qui est également le papa de tes deux enfants. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton histoire, ta rencontre avec Julien et un peu ce qui a caractérisé votre relation? Ouais, alors, écoute, mon histoire, moi, j'ai grandi à Paris. Moi, j'ai fait ma scolarité standard à Paris. J'ai fait mon bac L. Je suis partie après dans des études de psycho parce que voilà, j'aimais bien comprendre comment fonctionnait l'être humain. Et puis, en fait, la question s'est posée à un moment donné de pourquoi pas partir à l'étranger, faire une année Erasmus, parce que ma sœur, ton autre cousine, avait fait une année en Erasmus en fait en Angleterre, et puis 3 ans auparavant, et j'avais trouvé ça chouette. On avait été la voir avec les parents et on avait trouvé ça, enfin j'avais trouvé ça vraiment sympa. Et c'est vrai que j'avais mon petit monde à Paris, mes amis, ma famille, et puis j'avais envie à 20 ans de découvrir autre chose, de profiter de la vie, de changer ou sortir aussi un peu de mon cocon familial et amical connu. Donc, je suis partie en Erasmus pour faire cette troisième année de psychologie. Et c'est drôle parce qu'à la base, j'avais demandé à partir à Brighton. C'est une petite ville près de la mer, au sud de l'Angleterre. Je trouvais ça sympa d'aller en Angleterre, mais quand même, elle est au sud avec peut-être un peu de plus de ciel bleu et de soleil. Et puis, pour finir, c'était mon deuxième choix qui a été pris, c'était à Manchester. Et donc c'est là que j'ai rencontré Julien, qui lui aussi devait à la base ne pas aller à Manchester. Il devait partir à Swansea, je crois, c'est au Pays de Galles. Et puis pour finir, voilà, il se retrouvait aussi à Manchester. Il faisait sa troisième année de biologie.
et lui, il venait de Bordeaux. Et ben voilà, Erasmus, hein, donc je sais pas si tu as vu l'auberge espagnole, mais c'est pas on est en Angleterre, donc c'est pas aussi, caliente, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, il y a cette idée d'être tout le temps avec, d'autres étudiants, étrangers et puis, ben, en l'occurrence, tu te retrouves facilement entre Français aussi. Et puis, bah, de fil en aiguille, de soirée en soirée, on avait aussi, l'habitude, ses parents, envoyaient, régulièrement des colis avec des petites spécialités, françaises, genre, de la tartiflette, ou du vin blanc, du sauterne, des choses comme ça, du foie gras et cetera. Et puis il y a eu un soir, on avait fait une tartiflette party. Et puis d'ailleurs, ma sœur était là. C'était aussi l'anniversaire de mon père, 21 novembre 2003. Et puis bah voilà, il a raconté des blagues toute la soirée. Bon, on s'était déjà vu avant, on était parti en week-end avant à Londres. Je sentais qu'il y avait un truc qui me titillait chez lui. On était voilà beaucoup déjà dans la séduction par email, hein, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas, voilà, on était vraiment par email. Et puis, ouais, on a fait cette soirée et je suis tombée un petit peu, ouais, j'étais conquise, voilà, j'étais conquise et malgré le fait qu'il faisait des blagues, mais vraiment pourries. Je sais pas comment j'ai pu être conquise en fait. Il faisait des blagues, il y avait une blague qui racontait cette soirée-là, c'était justement, des trucs du niveau, bah, c'est un gars, il rentre dans un café et plouf, voilà. Donc c'est pas vraiment drôle, mais moi ça m'avait, je sais pas, voilà, ça m'avait quand même, touchée, donc je rigolais et je me rappelle que ma sœur m'a dit, «Oh là là, dès qu'il parlait, tu rigolais», pourtant c'était quand même pas du haut niveau. Et puis, ben, à la fin de la soirée, ben, on s'est embrassés, il est venu vers c'est lui qui a fait le premier pas et j'allais partir, puis il est venu me retrouver, pendant que j'allais chercher ma veste et voilà, il m'a embrassée. Et c'est drôle parce que juste après, je me rappelle, le lendemain, on n'habitait pas dans les mêmes résidences universitaires et je me suis retrouvée dans ma résidence à moi et voir un autre copain, français, qui s'est retrouvé après mon témoin de mariage. Et puis, je suis allée le voir le lendemain et je lui ai dit: «Mais je crois que j'ai fait une bêtise, enfin je sais pas, ça m'a tout d'un coup, j'ai une sorte de vertige en fait, à me dire, «Est-ce que c'est bien? C'est pas bien?» Moi, je sortais d'une relation assez longue à cet âge-là, ouais, de 2 ans et quelques, et j'avais pas forcément envie de me mettre avec quelqu'un, surtout que c'était en novembre, c'était encore le début de l'année étudiante. Et puis, bah, de son côté, lui, je pense qu'il était aussi venu, dans l'idée de profiter, de la culture anglaise, dans tous les sens du terme. Donc voilà. Et puis après, ben, bon, voilà, j'ai dit que j'avais eu peur de m'être plantée et puis, bah, finalement, c'est passé une année, d'étudiants, Erasmus magnifique. On était beaucoup, on vivait vraiment l'un avec l'autre. Je squattais toujours, dans son appart, on a profité pour, voyager, faire des petites escapades. Voilà, c'était très, très intense, on a vachement profité. C'était très, très dur de se quitter à la fin de l'année académique quand lui repartait du coup à Bordeaux. Et puis, bah, moi je devais aussi rentrer, après à Paris. Et ouais, c'était vraiment, vraiment difficile de se quitter. Je me rappelle à l'aéroport, on était vraiment un couple un peu chamallow comme ça, tu vois? Un couple, que, il devait partir et puis il revenait, on se refaisait des câlins et puis on n'arrivait pas à se séparer, il repartait, il revenait, enfin on pleurait, enfin c'était vraiment déchirant alors que voilà, on avait que 20 ans et ça faisait que même pas une année qu'on était ensemble, bref. Et puis, bah, on a vécu la distance, en fait, pendant 1 an et demi. Ben, moi à Paris, donc lui à Bordeaux, et voilà, on a fait du TGV régulièrement, un coup lui, un coup moi. On arrivait à se voir quand même, allez, peut-être une fois par mois, une fois tous les mois et demi. Et c'était vraiment magique, c'était magique. On avait beaucoup de rituels aussi, pour se quitter, lui me laissait des messages dans mon portefeuille, ouais, plein de petits rituels en fait, de symboles dans notre histoire. Il y a beaucoup de ça.
Et puis après, ben, moi, j'ai cherché à me rapprocher de Bordeaux parce que quand même, au bout d'un an et demi, on trouvait ça long. Même si c'était magnifique de se retrouver, on profitait, mais après, dès qu'on se quittait, c'était voilà, déchirant. Et donc, j'ai fait ma dernière année de master en psychologie du travail à Albi. Donc, j'étais un peu plus près de Bordeaux. Et puis bah, après, je me suis installée une fois que j'ai fini mon master. Dès que j'ai pu entrer dans la vie active, je suis allée à Bordeaux et il m'a rejoint. Enfin, j'avais pris un appartement, il m'a rejoint, etc. On a commencé notre vie à deux et c'était pas évident parce qu'en fait, c'était assez déséquilibré en fait quand je suis arrivée à Bordeaux parce que lui avait encore ses études. Il était ingénieur agroalimentaire. Enfin, il faisait des études d'ingénieur agroalimentaire. Et puis, ben, moi, je travaillais. Lui avait sa famille, il avait ses amis, il avait son basket, il avait plein de trucs. Et puis moi, bah, je travaillais, donc j'avais un autre rythme. Je me rappelle que c'était assez compliqué entre nous à ce moment-là. Pendant une année, à la fin de l'année, franchement, on s'est posé des questions si c'était bien de rester ensemble ou pas. On a vraiment failli se séparer. Et finalement, on avait l'opportunité, Julien avait l'opportunité de faire aussi un stage à l'étranger et il a trouvé un stage en Angleterre, ouais, au nord de l'Angleterre encore, près de l'Écosse, à Carlisle. Et, euh, et donc on est parti là-bas et ça nous a sauvés. Ouais, ça nous a vraiment sauvés. Et puis voilà, puis après on arrive en Suisse et puis on a profité de la vie d'adulte à deux, et puis après à trois, et puis après à quatre. Mais c'est une relation très, très magique en fait, avec plein de symboles, plein de rituels. On a notre chiffre fétiche du 21. On s'est rencontrés à 21 novembre et à chaque fois le 21, il apparaissait je sais pas, on allait au restaurant, on avait la table 21, on allait à l'hôtel, on avait la chambre numéro 21. C'était partout. Et voilà. Et ça l'est encore aussi pas mal aujourd'hui ce 21. Et du coup, je sais, voilà, je sais qui est-ce qui m'envoie souvent les 21. Mmh. Donc, ouais, on avait vraiment un amour très, très fort et très, ouais, très fort, pas fusionnel au sens passionnel, je dirais pas ça, mais juste, ouais, profond. En fait, on l'a caractérisé, notre relation, on l'a caractérisé souvent, c'est fluide. C'est juste fluide, en fait. C'est simple, c'est fluide, on se pose pas de questions, c'est très rarement ouais, engueulé, on s'est très rarement disputé. Oui, on avait des désaccords, il y avait des déséquilibres, il y avait des déceptions d'un côté ou de l'autre sur l'un ou l'autre, mais il y avait surtout en fait notre histoire qu'on trouvait magnifique et puis ouais, cette fluidité en fait. Mmh. Et du coup, pour parler un peu de Julien, Mmh. quel homme est-il? Quelles sont ses passions, ses caractéristiques un petit peu? Hem, ouais, alors Julien, c'était un homme plein de vie. Je dirais qui avait soif d'aventure, soif de projets, de découvertes, de défis. Et c'était aussi, il était très sportif. Il a toujours fait du sport pendant son enfance. Il s'était essayé au foot, après il avait fait du judo, du basket longtemps. Et puis après, quand on a fait une année justement en Écosse, enfin en Angleterre, près de l'Écosse, on n'était pas loin du Lake District. Et c'est une région où tu as des petites montagnettes je sais pas combien elles font, peut-être 1000 mètres et encore, peut-être, ouais, 1000 mètres d'altitude. Et encore, peut-être 800. Et, euh, et puis du coup, il a commencé à adorer monter les montagnes, faire du VTT, tout ça. Puis alors après en Suisse, je te raconte pas quoi. Il disait que c'était vraiment un super terrain de jeu. Donc c'est quelqu'un qui était aussi connu pour avoir plein de dynamisme, d'énergie, qui arrivait à booster les autres, euh, très taquin. Donc ça pouvait avoir un côté sympa, mais aussi un côté un petit peu fatigant des fois. Il faut dire ce qui est. Et il aimait beaucoup, en fait, la simplicité, je crois, juste de profiter d'un repas, d'un apéro entre amis, en famille, refaire le monde, discuter, jouer aussi. On a eu une phase même jusqu'à tard, hein, de jeux entre adultes, enfin voilà, de jeux de société. Ouais, ouais, il y avait un côté aussi un petit peu
pas enfant, parce qu'en façon, on a tous une part d'enfant, je pense, mais il acceptait cette part-là et il la vivait pleinement dans son côté enfant libre et joyeux. Et il aimait beaucoup, beaucoup la nature. Et c'est vrai que le sport, ben, arrivé en Suisse, il a commencé à faire pas mal de. Il a été un peu embarqué par les copains au travail, les collègues qui proposaient aussi des défis sportifs, multisports. Et il a découvert les raids d'aventure où tu as du trail, tu as du VTT, parfois du canoë ou du paddle. Voilà, tout plein de choses. Et ça, voilà, il adorait ça parce que c'était à la fois, ben, il se dépensait, puis en même temps, il profitait de la nature. Et il était très sensible ouais, à la protection aussi de l'environnement. Mmh. C'était vraiment important pour lui de bien trier les déchets, de faire attention à comment consommer, pas trop utiliser la voiture. Ouais, c'était quelque chose d'important. Puis ouais, et puis il y avait un peu ce côté aussi, quand même, faut dire ce qui est, râleur. Euh, ouais, râleur et puis assez susceptible quand même. Mais avec moi, je crois qu'il avait appris au bout d'un moment ouais, quand il avait une petite tension, un truc qui le dérangeait, et au début, tu vois, il boudait un peu, puis après, au fur et à mesure de notre relation, je crois qu'il a appris un peu à revenir, à rediscuter, à s'excuser. Et ouais, je crois que j'étais fière de l'avoir fait évoluer là-dessus. Comme quoi, on dit que les gens changent pas, qu'on peut pas faire changer les gens et tout, mais en fait, je pense que quand tu as une relation avec quelqu'un qui dure pendant des années, tu évolues Mm. forcément, en fait. Ouais, je pense que bah, l'autre pour moi, c'est un miroir où ça fait générer des choses, il te fait travailler forcément, il appuie là où Ouais, ça fait mal. C'est comme les enfants, des fois, tu sais, les enfants, des fois, ils appuient là où ça fait mal et ça te fait travailler. Et oui, je pense que en tout cas, moi, c'est ma vision aussi du couple dans l'idéal, quoi. C'est de se dire qu'on traverse une période de vie ensemble et puis on se. En plus, on était jeunes en fait, hein, mine de ouais, rien. Donc, on s'est beaucoup construit, co-construit ensemble. ouais. Et voilà. Donc, c'est vrai que oui, je suis d'accord. Je pense qu'il y a possibilité dans un couple d'évoluer, grandir encore et de s'influencer l'un et l'autre. Ouais. Et du coup, bon, malheureusement, votre histoire a pris une tournure que personne n'attendait. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé et qui a changé ta vie? Mhm. Euh, Bah, écoute, ça faisait donc 1 an qu'on était, là dans la ville où je suis encore aujourd'hui, parce qu'il avait changé de travail. Donc on a dû déménager pour trouver un lieu d'habitation entre son travail et puis mon travail. Donc on s'est trouvé vraiment à mi-chemin entre les 2. Et bah, comme je disais, il était super sensible à la question écologique. Donc ça faisait 1 année qu'il se rendait au travail à vélo. Il travaillait dans une chocolaterie. Le, le cliché de la Suisse, Ouais, j'adore. je Et puis, donc il se faisait quand même 27 km fois 2. oh punaise, mais c'est énorme! Ouais, 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 c'est énorme. Ouais, ouais. Mais voilà, il adorait ça parce qu'en même temps, il faisait son sport, ça lui permettait ouais, de s'entraîner. Et puis, bah, c'était bon pour la nature. Et puis après, alors, bon, les vendredis soirs, je t'avoue qu'il était dans un état de fatigue, des fois un peu chiant parce que, voilà, tu as envie de dire, mais prends la voiture, enfin, je sais pas. Et, euh, et puis, euh, ouais, voilà. Donc, il prenait le vélo. Et puis, la deuxième année, justement, qu'on était dans la maison, là où on était, je lui ai quand même dit, ça serait quand même bien de prendre une deuxième voiture, parce que comme ça, tu peux, quand tu veux, ouais, prendre la voiture quand il neige, parce qu'il s'est tapé quand même des trajets sous la neige. Oh mais l'horreur! Ouais. Alors, on avait la chance qu'il y avait aussi un collègue qui travaillait dans la même usine que lui, qui habitait pas très loin. Et puis une autre collègue un peu plus loin. Donc des fois, il s'arrangeait à faire du covoiturage avec les autres. Mais je lui dis, tu peux pas pendant des années, dépendre que des autres. Et puis bah ouais, c'est quand même un peu dangereux potentiellement de faire du vélo sous les neiges. Donc voilà. Et donc il avait enfin accepté de prendre une deuxième voiture en septembre. En septembre 2018. Et puis bah, un vendredi, bah, juste avant les vacances d'automne, pour nous, avant que les enfants soient en vacances, il y avait d'ailleurs ses parents qui étaient sur le chemin pour venir nous voir 1 semaine.
Et puis, il s'est rendu comme quand il faisait beau et chaud. En plus, il faisait vraiment très beau et très chaud pour un vendredi 12 octobre en Suisse. Et j'étais quand même, je me rappelle, j'étais en débardeur toute la journée. Enfin, il faisait vraiment chaud. Et donc, il a pris le vélo, forcément. Je pense tellement content de pouvoir être le vendredi, de savoir que le soir il y a l'apéro, et puis parce qu'on avait nos petits rituels de Friday beer les vendredis, et donc c'était un moment qu'il a adoré parce que enfin il pouvait décompresser après une semaine et de se dire bon bah j'ai fait tout ce sport, tous ces trajets à vélo et maintenant je peux profiter quoi. Il aimait bien cet équilibre entre l'effort et puis la récompense quelque part. Ouais. Et donc je me rappelle, là, il se levait toujours plus tôt que moi parce que il se levait tôt parce que il s'occupait des enfants le soir et moi je m'occupais des enfants le matin. Et donc je crois qu'il partait vers 5h45 par là, puis moi je me levais peut-être une demi-heure après. Et puis donc moi je l'ai pas entendu, enfin je me rappelle juste voilà, l'entendre se lever mais sans vraiment réagir. Et puis après, je me rappelle aussi préparer mon thé, mettre de l'eau dans ma bouilloire, regarder par la fenêtre de la cuisine où il y avait nos voitures devant, et je me dis ah bah tiens, bah là il a pris le vélo parce que je voyais la voiture qui était garée. Et puis voilà, le quotidien, je vais amener les enfants à l'école, et puis je vais au bureau, etc. Et puis ben là, il y a, il y a Ouais, en fait, je sais plus vers quelle heure, il devait être vers 9h30 par là, en début de matinée. J'entends, enfin, j'ai un coup de fil d'une de ses collègues avec qui d'ailleurs il faisait parfois du covoiturage, qui m'appelle, qui me dit: «Bah, écoute Lucie, je suis désolée de te déranger, mais là, je vois pas, il y a Julien qui est pas là à son bureau. Est-ce que tu sais où il est? C'est bizarre qu'il soit pas arrivé. Normalement, il arrive plus tôt. Je sais même pas s'il est là. Enfin, sa chaise, elle est un petit peu de côté, donc je sais pas s'il est dans l'usine, mais on l'a pas trouvé. On ne sait pas où il est, donc ouais, est-ce que tu en sais plus? Enfin, vraiment, elle était hyper relax et détendue, je me rappelle. Et moi, alors tout d'un coup, j'ai eu le cœur qui s'est emballé parce que forcément, sachant qu'il était à vélo, qu'il était parti à 6h moins le quart, puis qu'à 9h30, il n'est toujours pas rentré, enfin, arrivé au travail, et je me suis dit, c'est bizarre quand même. Alors, donc voilà, je raccroche, je dis: «Bah, c'est bizarre, il a pris le vélo, c'est pas normal», puis alors elle a essayé de me rassurer en disant: «Oui, oui, bah, écoute, il doit peut-être être dans l'usine, il doit être en train de chasser les souris autour, il doit être quelque part, on va le retrouver, t'inquiète pas, je te tiens au courant» et cetera. Et bon, mais là quand même, j'étais vraiment pas bien, et puis en fait, j'étais dans un open space, enfin, on était dans un petit bureau avec mes collègues à 3, et puis il y a une de mes collègues qui me dit: «Bah, écoute, parce que j'étais quand même un petit peu en panique, donc je leur explique, puis elle me dit: «Mais tu veux pas enfin, peut-être on peut appeler la police, voir s'ils ont des nouvelles», et donc elle a appelé pour moi la police. La police n'avait aucune information à nous donner. Elle a juste pris mon téléphone au cas où, s'il y avait quoi que ce soit, pour me rappeler. Et c'est donc là, j'étais un peu fébrile quand même, j'étais pas très bien, et en fait, juste après, il y a eu un appel de son responsable RH, le responsable RH de l'usine, qui m'appelle, qui me dit: «Écoutez, on vient d'apprendre que Julien est aux soins intensifs, à l'hôpital à Lausanne». Donc j'ai dit: «Ah OK». J'ai raccroché, et là, je me suis dit: «OK, là, c'est pas bon, mais je vais y aller», parce qu'on était à 3 stations de métro. Je travaille à 3 stations de métro Mmh. du CHUV, de l'hôpital de Lausanne. Donc je dis: «Bon, bah, voilà, on va y aller», et puis je me lève. Ma chef, entre-temps, était venue dans le bureau parce qu'elle avait compris ce qui se passait des choses, et elle m'a dit: «OK, je t'accompagne, on y va ensemble». Je crois que sur le chemin pour remonter, pour sortir du bureau, enfin dans les couloirs, il me semble que j'ai crié ou que j'ai fait un truc un peu bizarre comme ça, mais il me semble que il s'est passé un truc dans ce genre-là, et je me rappelle que dans l'ascenseur, en descendant vers le métro, je lui ai dit à ma chef: «Mais en fait, les soins intensifs, c'est pas très, très bien. Enfin, on n'en ressort pas vraiment, ou on n'en ressort pas très bien en tout cas». Enfin, et voilà, je me rappelle qu'elle avait les larmes aux yeux, puis qu'elle me disait: «Écoute, on verra, il est sur entre de bonnes mains, en tout cas, il est entre de bonnes mains», mais effectivement, voilà.
Ouais, on arrive au CHUV, on arrive à l'hôpital. Et puis là aussi, là, j'ai eu tout d'un coup, dans les ascenseurs, encore une fois, il se passe plein de trucs dans les ascenseurs. Je me dis, OK, là, je suis en train de ça y est, je suis face à une épreuve à vivre là. Et en fait, je sais pas pourquoi, j'ai toujours eu un sentiment qu'à 35 ans, donc j'avais 35 ans, il allait se passer un truc, compliqué dans ma vie. Enfin, vraiment une épreuve. Je savais pas si je sais pas, je m'étais imaginé, est-ce que ça serait, moi, une maladie à combattre, ouais, un décès, un truc. Enfin, je savais que, il allait je sais pas pourquoi. À 35 ans, il allait avoir un truc. Parce qu'en plus, jusque-là, d'ailleurs, je disais souvent à mes copines, «Punaise, mais ma vie, elle est fluide, enfin, j'avais rencontré une belle personne», parce qu'en plus, il était sympa et drôle et intelligent et à l'écoute et en plus, moi, en tout cas, à mon goût, plutôt un beau gosse et puis du coup, bah, je me dis: «Ben, ouais, tout était fluide et beau, un beau travail, un bel endroit pour vivre, on voyageait tout le temps avec EasyJet, on faisait plein de week-ends, en Europe. Peut-être qu'on ferait moins ça maintenant, pour des raisons écologiques. Mais, mais en tout cas, vraiment c'était fluide et beau et simple et facile et ouais, magnifique quoi, jusqu'à 35 ans. Donc je me disais ça dans l'ascenseur à l'hôpital et on a été accueillis par des médecins qui nous ont mis dans une salle où je sais pas combien ils étaient, 3, 4. Et puis, bah, là, le médecin en chef, qui doit avoir à peu près mon âge, voire un peu moins, qui me dit: «Bah, écoutez», donc il expliquait la situation que, voilà, votre mari, se rendait enfin, était sur la route cantonale et puis, une voiture a voulu bifurquer pour rentrer sur l'autoroute et puis, ben, elle est rentrée dans ils se sont rentrés dedans, en fait et puis, ben, on a tout de suite en plus, c'est incroyable parce que le lieu de l'accident, il y a le poste de police qui est juste à côté. Donc ils ont pas pu être plus rapides. Il y a eu les caméras, donc ils ont tout de suite, ils sont tout de suite été sur place. Elle, l'automobiliste en question était infirmière, elle était infirmière dans je crois, dans les urgences, Mmh. sur, le canton de un autre canton donc elle a eu, je pense, tous les bons réflexes, mais il était déjà inconscient, en fait, sur le moment et il a été vite transporté à l'hôpital. Il a fait un tour d'hélico donc voilà, donc le médecin m'explique, tout ce qui s'est passé, les fractures. Alors je sais plus exactement quoi, comment. En gros, l'histoire, c'est que sa tête, enfin son corps, tout le côté gauche a tapé la voiture et sa tête, malgré, son casque, ben, a tapé contre le pare-brise, j'imagine, enfin par là et qu'il y avait beaucoup, bah, beaucoup d'hémorragie, dans la tête, qu'il y avait plein de poches de sang et que c'était pas opérable et qu'en gros, il y avait 3. Je me rappelle, il disait, il y a 3 issues possibles. En gros, il y a, bah, voilà, la mort, le fait qu'il devienne un légume, sachant que, bah, alors c'est marrant parce que c'est vraiment le truc sur lequel on parlait, que jamais, s'il te plaît, il me disait: «Mais jamais, si un jour je suis un légume, si un jour je suis un fardeau, si je ne sers plus à rien, s'il te plaît, fais quelque chose pour pas que je reste dans cet état-là et tu me débranches ou tu fais ce qu'il faut, quoi». Donc OK, légumes, donc je me disais: «OK, mais même si c'est un légume, Mmh. faudra pas qu'on reste trop longtemps avec un légume» et le troisième chose, bah, un miracle. Bon, voilà, heu, c'est sympa de laisser donner de l'espoir, mais effectivement, j'ai tout de suite compris qu'il y avait pas trop d'espoir. Donc voilà, donc je me suis, retrouvée à rentrer, dans la chambre après et c'était, donc il était dans le coma en fait, hein, il était inconscient. Il a tout de suite été, donc ça c'est une bonne chose dans le sens où il a pas souffert, en tout cas, ouais, il a pas souffert consciemment et voilà, donc là c'était un choc effectivement de le voir, allongé, tu 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 le vois, enfin tu l'as vu avant, il était bien et tu le vois allongé dans une chambre d'hôpital aux soins intensifs avec plein de machines avec des bandages, avec surtout un truc, il avait un bandage autour de la tête parce que sa tête, bah, forcément, il avait pris cher et il avait aussi des paupières violettes, je me rappelle. C'était à cause de, ben, voilà, l'hématome, en fait, hein, par rapport au choc et je lui dis: «Mais qu'est-ce que tu allé mettre du maquillage sur les paupières? Mais franchement, mais c'est moche, ça te va pas du tout» et en même temps, ouais, vraiment: mais qu'est-ce que tu fais là, quoi? Mais qu'est-ce que tu as fait? Comment non?» Enfin, c'était un peu, ouais,
ahurissant, quoi, enfin, absurde de le voir là, à l'hôpital. Je comprenais pas trop ce qui se passait, quoi. Et ben voilà, après il y a des amis qui sont passés tout de suite. C'était le matin, donc enfin c'était peut-être vendredi en fin de matinée. Il y a eu des amis qui sont passés, qui m'ont soutenue. Il y a eu ma sœur qui arrive aussi très vite. Elle a tout de suite pris un train pour la Suisse. Elle était là le soir. Et puis il y a eu les parents de Julien aussi c'est juste affreux d'arriver pour passer des vacances et puis de finalement se diriger vers l'hôpital où ton enfant en train de est dans le coma. Donc et en même temps, c'est quand même voilà, c'est quand même fou qu'ils aient été là aussi tout de suite. Mine de rien, parce que de Bordeaux, ça aurait fait aussi pas mal de temps de trajet. Donc ouais, là, à ce moment-là, c'est un peu le bazar dans ma tête, quoi. Je me dis, mais comment, enfin, en fait, là, en fait, il va mourir, quoi. Donc en fait, c'est ça qui va se passer. Donc, mais en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais me retrouver toute seule. Mais comment ça? Mais comment je vais gérer toute seule les enfants? Enfin, mais puis comment je vais dire ça à Maxime, mon fils, qui est tellement, enfin, ils étaient tellement proches, tellement connectés les deux. Mais je me dis, mais ça, c'est juste affreux d'annoncer un truc pareil. Comment ça va l'impacter? Enfin, c'était quand même assez, ouais, c'était vraiment le bazar dans ma tête en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, quoi. Mmh. Et en même temps, bizarrement, c'est complètement absurde, peut-être ce que je vais dire, c'est que j'étais même là à ce moment-là pleine de gratitude pour notre relation. Enfin, j'arrêtais pas de me dire, punaise, mais j'ai vécu 15 ans d'amour, juste qu'effectivement, comme tu disais peut-être en intro, il y a parfois des gens qui restent ensemble pendant 40 ans, 60 ans, enfin je sais pas, où voilà, ils sont pas heureux, où ça leur apporte rien, où c'est de l'affection, mais c'est et là effectivement, j'ai eu 15 ans d'amour, plein de symboles, plein de belles choses, et vraiment beaucoup de gratitude pour ces 15 ans, quoi. Donc c'était un peu ouais, un peu bizarre comme, mélange d'émotions. Ouais. Et et du coup, donc là, vous étiez à l'hôpital et Mmh mh. comment ça s'est fait, le choix, on va dire, si je enfin, je sais pas si tu Mmh. avais vraiment le choix, mais Mmh. de laisser partir Julien? Est-ce que tu avais vraiment eu le choix et comment tu as pu, prendre cette décision? Mmh. Ouais, alors d'une certaine manière, effectivement, non, enfin, moi, j'ai malheureusement, j'ai pas enfin, comment dire? Physiologiquement, il était amené à mourir, son corps n'était pas réparable et en fait, il est resté dans le coma, depuis l'accident jusqu'à officiellement, on va dire, son heure de décès, c'était le lendemain, le samedi, je crois dans l'après-midi à 15 heures par là. Et en fait, moi, je suis restée toute la nuit avec lui, à pas lui quitter la main de la nuit. Et en fait, il se trouve que, comment que, qu'on a aussi quelqu'un dans la famille Ouais, oui. qui a, je sais pas comment dire ça, mais qui arrive à se relier, on va dire, aux personnes. J'imagine qu'on peut après avoir aussi écouté ton podcast avec, Audrey sur la médiumnité, je pense cette notion d'âme en fait, enfin en tout cas moi c'est le mot que je mettrais derrière ça, c'est-à-dire qu'on peut se relier, d'âme en âme, que ça soit avec un humain, avec un animal ou je ne sais quoi. Et puis, bah, un vivant aussi ou un mort quelque part aussi et là il était un peu entre les 2. Je sais pas concrètement, son corps était encore enfin son cœur battait encore, mais il y avait des machines qui l'aidaient à respirer. Donc après il fallait en fait, vérifier que par les scanners que son que comment dire? Que son cœur, arrêtait de battre en fait. Donc du coup, donc voilà cette cousine, qui a cette capacité-là de se connecter à un peu comme ça aux âmes. Enfin, c'est pas qu'elle fait ça tout le temps d'ailleurs en plus, hein, c'est pas du tout quelque chose qu'elle fait dans son quotidien, mais je sais pas comment elles se sont retrouvées en contact avec ma sœur qui était auprès de moi et en fait, elle s'est reliée à Julien et là, c'était assez dingue parce qu'en fait, elle ressentait tout ce qu'il ressentait, enfin, tout ce qu'on pouvait imaginer qu'il ressentait. Donc elle était pas du tout à côté, hein, elle était à plusieurs centaines de kilomètres en France, de là. Je la vois pas souvent. Et puis elle arrivait à dire: «Ben, voilà,
là, j'ai super mal. Donc c'est comme si elle ressentait tout elle, en fait. Elle disait: «J'ai la tête complètement compressée, j'ai, hem, j'ai mal sur le côté gauche», et en fait, donc il y a l'aspect à la fois physique qu'elle ressentait et aussi, en fait, ce qui vivait intérieurement et émotionnellement. Et puis ça, c'était précieux et je m'en rends compte maintenant, en plus avec le recul, quand je me suis replongée dans cette période de vie, à quel point c'était précieux d'avoir ça parce que, ben, il a pu au travers d'elle me dire plein de choses, pour aussi, m'expliquer que, bah, déjà il était tout de suite, il était tellement désolé en fait parce bah, voilà, il devait me voir, et il me voyait et il me disait: «Mais je suis tellement désolé, de faire ça». Enfin il était vraiment triste et abattu. Quand moi j'étais triste, il était triste aussi. Elle ressentait aussi, c'est marrant, je lui caressais souvent le bras ou la main et là elle disait, «Ah bah, je sens une caresse sur la main, ça lui fait du bien». Il a eu des moments de peur. Donc comme quoi quand on est dans le coma, en fait, on a encore des émotions. On peut encore être dans le Mmh. dialogue, en fait, je sais pas comment dire, garder un lien, quoi. Ouais. Et il arrivait, ouais, il a pu dire à quel point, aussi je lui avais beaucoup apporté, qu'il était trop triste de nous quitter, qu'il me savait forte et que peut-être même plus forte que lui. Il m'a remercié pour tout l'amour que je lui ai donné, qu'il était super fier, par exemple, d'avoir fait le premier pas, que j'étais une belle maman, enfin une super maman. Et même je me rappelle, ouais, qu'il me remerciait aussi de l'aimer malgré ses colères, malgré, son côté râleur. Donc déjà moi c'était hyper précieux parce qu'on était un peu en relation à ce moment-là pendant ouais la fin du vendredi, la nuit, le lendemain, le samedi. Et puis en fait souvent il disait, enfin elle, ma cousine disait, «Il est fatigué là, il a envie de partir, et il faut que vous puissiez vous dire au revoir en fait, pour l'aider à partir. Sinon il a de la peine à se détacher de toi». Et et puis, ben, moi, j'avais aussi de la peine à me détacher de lui, donc je me rappelle que je lui disais n'importe quoi. Enfin, ça partait dans tous les sens. Je voulais lui dire, je sais pas, je voulais, qu'on se rappelle tous nos souvenirs, tout ce que j'ai aimé chez lui, et en même temps, je voulais aussi lui partager mes peurs, sur le futur. Enfin, c'était vraiment le bazar dans ma tête quand je lui parlais. Mais, et puis je me sentais pas prête, en fait, j'ai mis du temps à dire: «OK», enfin du temps, c'est pas passé beaucoup de temps finalement, mais de me dire: «OK, en fait, là, il faut que je lui dise au revoir». Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis, le matin, le samedi matin, je me dis: «Allez, OK, je lui dis au revoir». Et là, je fermais les yeux donc toujours en tenant sa main que j'avais quasiment pas quittée, sauf pour les soins, qu'il fallait faire, sur son corps, quoi. Et là, je me suis projetée, en fait, comme quand on s'était quittés la première fois à l'aéroport à Manchester, quand il rentrait, à Bordeaux et puis moi, après, j'allais partir à Paris à la fin de notre année Erasmus. On n'arrivait pas à se dire au revoir. Je me suis vraiment projetée, dans dans un endroit blanc, je sais pas, enfin, voilà, un peu comme à l'aéroport. Et là, je me voyais l'embrasser, le prendre dans mes bras et je le voyais partir, revenir, enfin Mmh. comme ce qu'on avait vécu à 20 ans. Et puis là, je lui dis: «Écoute, voilà, on l'a fait quoi, on l'a fait avant, on l'a fait à Manchester, on va y arriver quoi, on va y arriver. Tu te rappelles, on n'arrivait pas, mais on a réussi par le faire, puis on s'est retrouvés, puis on a vécu, bah, voilà, de belles années après». Et là, c'est pareil, donc je lui ai dit: «Écoute, on va se quitter, on va se retrouver plus tard, pas tout de suite, mais là, il faut qu'on se quitte, il faut que tu continues ton chemin et voilà, que tu ailles là où tu dois aller, pour la suite». Et je me voyais parce qu'on faisait aussi quand on se quittait sur le quai de la gare, il mettait son index sur le front, il appuyait dessus, puis ça voulait vraiment dire: «Bon allez, maintenant, on arrête les bisous». C'était vraiment le dernier geste pour se séparer, Mmh. tu vois? Donc il mettait son index sur mon front et puis, bah, là, j'ai imaginé que je lui faisais la même chose, quoi. Je lui mettais mon index sur son front et c'était vraiment: «Ça y est, voilà, maintenant on se sépare, puis on se retrouvera plus tard». Et puis en fait, comme de par hasard ou pas, à ce moment-là, quand j'ai fait ça, elle m'a dit: «Ah mais sa température là, elle a chuté en fait et est-ce qu'on pourrait considérer qu'il est officiellement mort à ce moment-là?»
Ça, on ne saura jamais. Mais en tout cas, il y a une réaction de son corps à peu près au même moment. Donc, c'était assez, assez bluffant. Et même, enfin, c'est fou parce que même dans ce moment où on échangeait, il arrivait à faire des blagues, enfin, pour dire à quel point c'était bien lui. Enfin, moi, j'ai aucun doute sur le fait que c'était bien lui qui parlait. Et à un moment, il a dit à ma sœur, allez, bon, allez, c'est bon, je vous chauffe la place, amusez-vous bien en attendant. Et elle l'a vu, ouais, elle l'a vu partir vraiment à ce moment-là. Je crois, bah, je sais pas si c'était le samedi aussi, où elle a vu cette image de lui. En mode en montagne, en short, avec un t-shirt orange qui est effectivement, il avait un t-shirt de sport orange. D'ailleurs, un t-shirt avec lequel Adèle, ma fille, dort. Et, et donc, elle le voyait debout, les mains sur les hanches, à regarder l'avenir et puis à dire ok, ben, voilà, je suis prêt quoi. Un Mm. mélange de peur et de courage et beaucoup d'amour pour nous quoi. Mm. Mm. Mais c'est vrai que ce que notre cousine a fait, enfin, tu m'as Mm. gentiment transmis les échanges SMS qui a eu Ouais, lieu entre ta sœur et entre notre cousine. ouais. Et en fait, c'est complètement fou de lire ce qu'elle ressentait. Et ça Mhm. me fait beaucoup penser à ce que racontait Audrey, c'est que Mm. finalement, certaines personnes ont cette capacité de se connecter et de ressentir les choses. Et Mm. c'est quand même dingue, en fait, que tu aies pu finalement communiquer avec lui jusqu'au bout, quoi. Ouais. Ah ouais, franchement, je suis tellement reconnaissante de ce cadeau-là parce que là, j'ai vraiment eu l'impression, tu vois, d'avoir pu lui dire au revoir. Ouais. Parce qu'autrement, sans ça, est-ce qu'il a, enfin voilà, j'aurais pas su, je sais pas comment dire, ouais, j'aurais pas pu vraiment lui dire au revoir. Comme on n'a pas pu se dire au revoir le matin, là, bah, peut-être je l'aurais fait différemment, sous une autre forme, mais là, de pouvoir le faire de cette manière-là, puis d'avoir les réactions en live aussi, hein, de la Ouais. part de notre cousine, ça, ouais, ça faisait un autre effet. Et suite à ça, comment est-ce que tu as vécu les premiers mois après son départ et avec les enfants aussi? Mmh. Bon, alors les premiers mois, on est un peu dans la logistique des funérailles. J'étais un peu ailleurs, j'ai l'impression je pense de flotter, quand tu te retrouves à devoir choisir un cercueil, ça c'est complètement absurde, quoi. Donc d'être là sans être là, en fait. Et puis après, bah, en fait, j'ai quand même repris le travail assez vite, je dirais, petit à petit, hein. J'ai pas tout repris à temps plein, mais je crois après 1 mois et demi. Hem, ouais, j'ai dû reprendre après 1 mois et demi, peut-être 1 jour, 2 jours, enfin, puis j'ai augmenté, gentiment, pendant une année, presque, pendant en tout cas 8, 9 mois, je sais plus. Et en fait, ouais, les premiers mois, j'étais très active. Enfin, la première année, j'étais hyper active. Je pense que inconsciemment, hein, c'est pas quelque chose que je recherchais à faire, mais j'allais chez des amis en week-end, je recevais du monde, j'arrêtais pas. L'été, je me rappelle l'été qui a suivi, il y avait plein de trucs qui se passaient, enfin, il y avait des festivals, il y avait des trucs, j'y allais, je dansais, enfin, j'étais dans une énergie, j'étais hyper active, quoi. En fait, maintenant, après coup, je me rends compte que c'était juste une manière de pas me confronter à la douleur. Mais ça s'est fait vraiment sans que je maîtrise, en fait, le processus, quoi. Et puis les enfants, ouais, ça a été un peu plus compliqué pour mon fils, puisque bah, il avait 5 ans, donc à ce moment-là, et il avait une relation vraiment très forte avec son papa. Il s'en occupait beaucoup. C'est aussi le premier, donc il a eu plus de temps. On avait plus de temps à lui consacrer. Il a dit papa avant maman. Quand il pleurait, il appelait papa la nuit. Et moi, je me faisais gentiment balader. Et j'avais vraiment cette appréhension à comment lui dire, comment lui annoncer la nouvelle, mais comment je vais faire. Enfin, c'est juste, ça me stressait beaucoup. Et en fait, justement, il devait venir le samedi à l'hôpital parce que mes parents arrivaient aussi et ils allaient les prendre en charge parce que jusque-là, c'était mes super voisines de l'époque qui les ont récupérés. Voilà, elles les ont fait dormir chez elles, etc. Et, euh, et donc, mes parents arrivaient et puis du coup, les voisines amenaient les enfants à l'hôpital et puis on devait faire un. Donc là, on avait l'occasion en fait de
peut-être, justement, je me suis posé la question, est-ce qu'il faut que les enfants, enfin surtout Maxime, parce qu'Adèle avait 2 ans et demi, c'était un peu tôt, mais est-ce que ça serait utile qu'il le voie en fait, qu'il le voie à l'hôpital pour qu'il se rende compte ou pas? Puis en même temps, j'étais embêtée parce qu'il avait quand même en plus avec le temps, le visage, enfin la tête gonflée. Elle avait une forme un peu plus importante avec les hémorragies. Et puis le corps est abîmé, puis tu as les machines, puis c'est quand même un petit peu glauque comme environnement, quoi. Mmh. Donc, pour finir, je me suis dit, bon, allez, on va voir ce qui se passe. Et puis, donc, je vais dehors, on va dans l'extérieur de l'hôpital, je vois les enfants. Et puis là, Maxime, il était en fait, il était déconnecté, quoi. Je me rappelle qu'il se roulait par terre, je pouvais pas lui parler. Dès que je lui parlais, il partait. Euh, il faisait des roulades, il se jetait sur le sol. Enfin, il était un peu, je pense, un trop plein de stress, mais qui savait pas comment exprimer. Donc, on pouvait pas parler avec lui, puis en même temps, il pouvait pas recevoir. Donc, je me suis dit, ok, c'est pas le moment, quoi. Et, euh, et en fait, c'est le soir où on s'est eu au téléphone pour lui, voilà, je crois que je devais leur souhaiter bonne nuit ou quelque chose comme ça, parce que moi, je restais encore un petit peu et je rentrais plus tard me coucher à la maison. Et là, il m'a dit au téléphone, allez maman, c'est bon, dis-moi, maintenant tu parle, dis. Enfin là, il savait, je pense il était prêt. Puis moi, alors par contre, je me sentais pas de lui dire par téléphone. Ouais. Donc je lui ai dit, écoute, c'est pas l'idéal. En plus, avant de dormir, quoi. Mmh. Donc je lui ai dit non, écoute, on en parle demain matin. Et quand tu es réveillé, tu viens dans ma chambre, et puis je te raconterai tout. Donc c'est ce qu'il a fait le dimanche matin. Dès qu'il s'est réveillé, il est venu dans ma chambre. Et voilà, après, je lui ai demandé s'il était prêt à ce que je puisse lui expliquer ce qui s'était passé pour son papa, et il a accepté. Donc là, j'ai tout raconté. L'accident, voilà, le choc, la tête, l'incapacité des médecins à pouvoir soigner son papa, et le fait que du coup, il était tellement blessé que il est mort, quoi. Et je pense qu'il le savait déjà, parce que, enfin ouais, je pense qu'il savait déjà. Mais puis là, il est resté un peu interdit comme ça, et je me rappelle qu'il s'est retourné dans le lit, il m'a tourné le dos en fait. Il s'est un peu recroquevillé sur lui, puis là je lui dis: «Tu sais, tu peux pleurer». Enfin, je sentais qu'il prenait, tu sais, il voulait pas lâcher, quoi. Je dis: «Tu peux pleurer, tu peux crier, vas-y, enfin, c'est totalement injuste, donc tu as le droit de t'exprimer». Et il s'est mis à pleurer, mais tout doucement, et petit à petit, il a pu lâcher. Ouais. Et puis c'est drôle, je me rappelle que ses premières questions, c'était très logistique. C'était genre, «Ouais, mais comment tu vas faire pour ton impro?» Parce que je faisais de l'improvisation tous les mardis soirs. «Mais comment tu vas faire? Comment, parce que du coup, tu devras nous garder. Puis comment tu vas faire pour les histoires?» Parce que pour les histoires, le soir, c'était souvent Julien qui faisait les histoires, puis moi je faisais l'histoire à ma fille. Et comment tu vas faire là pour faire les 2 en même temps? Et vraiment très concret, quoi. Voilà, donc et puis après il a réclamé, ouais, je pense 2 jours, et après c'était fini. Il a plus jamais réclamé. Ah ouais. Et d'ailleurs, c'est très compliqué pour lui d'en parler encore maintenant qu'il a 9 ans. Il en parle très peu, et en fait, on a eu, les 6 premiers mois, c'était à peu près OK. Il fallait juste pas trop en parler, parce que pour le coup, sa sœur, elle, c'était le contraire, elle avait besoin d'en parler. Elle dit: «Mais du coup, papa, il est mort comment?» Enfin, il fallait lui réexpliquer, il fallait à chaque fois: «Papa, il est mort?» «Oui». Enfin, elle avait besoin de, tu vois, de validation. Et puis lui, ça l'agaçait. Il me disait: «Mais c'est bon, enfin, on le sait qu'il est mort, on sait comment l'accident». Enfin, il en avait un petit peu marre de répéter, de m'entendre répéter. Et puis après 6 mois, là, il a un peu buggé pendant peut-être 1 ou 2 ans. C'était assez compliqué pour moi, ouais. Il y avait beaucoup, beaucoup de colère envers moi, du coup. Enfin, ça s'est retourné contre moi. Je faisais un peu le punching ball. Je pense qu'il me jugeait sûrement responsable, alors qu'il y a aucune raison, mais il fallait bien que ça soit qui juge Bah quelqu'un oui. de responsable, et puis en l'occurrence sûrement, la maman sur qui, on sait que l'amour a priori est toujours, solide, donc on peut se permettre, d'être comme ça avec sa maman. Mais ça a été dur, ouais. Et puis sa sœur aussi beaucoup, il s'est beaucoup défoulé aussi sur elle. Donc ça n'a pas été simple à gérer toute seule tout ça. Mais maintenant, voilà, ça fait 1 an que je dirais que ça va mieux pour lui. Même s'il parle encore très peu de son papa, ouais. Et il le dit, hein, il dit: «Maintenant, si j'en parle, ça me fait trop mal, en fait». Mmh.
Et puis sa sœur, c'est un autre style, voilà, 2 ans et demi. Bon, elle, quand on lui a appris, elle est venue après, pareil, le dimanche matin, dans ma chambre. Et je lui ai aussi expliqué de la même manière, un peu plus simplement. Et là, elle a dit: «Oh, pauvre papa, il est mort». Enfin, vraiment, c'était plus ça. Et puis, je me rappelle que, ouais, quand je pleurais, là, sa pitchounette, elle venait me donner du papier toilette pour m'essuyer les larmes. C'était touchant. Et puis, bon, elle, c'est différent parce qu'elle en parle aussi beaucoup. Puis, je pense qu'à 2 ans et demi, ça reste des souvenirs qu'elle entretient, en fait. C'est plus, elle se rappelle, je me rappelle qu'elle répétait souvent, la barbe qui pique, à quel point ça la faisait rire. Et puis comment il lui avait expliqué à remettre le torchon sur la poignée du placard de la cuisine pour pas que ça tombe, tu vois. Et elle répétait: «Ça, c'est papa qui m'a appris, ça, c'est papa». Donc mais elle, c'est marrant parce que, enfin, c'est marrant, non, c'est pas marrant, mais voilà, elle en parle facilement. Puis des fois, elle a vraiment des moments de tristesse où elle pleure comme un adulte, en fait, vraiment d'abattement, de tristesse, souvent dans les anniversaires ou les anniversaires, ses anniversaires ou les anniversaires de mort, enfin d'accident. Ou aussi des fois quand, elle a été frustrée ou quand elle a été un peu fâchée, ça déborde, la tristesse déborde après elle réclame son papa, quoi. Mais voilà. Mais maintenant, c'est vrai que ça reste compliqué par contre pour elle, la séparation encore aujourd'hui. Ouais. Elle a peur, elle a peur que voilà, qu'il m'arrive quelque chose, puis elle le dit très clairement, hein. Ouais. Elle dit très clairement qu'elle a peur, que je parte et que je revienne pas. Mmh. Mmh. Ouais, je pense que c'est 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 hyper intéressant comment tu peux voir que les enfants réagissent complètement différemment en fonction de leur Ouais. caractère et en Mmh. fonction de leur âge aussi. Parce qu'à 5 ans, tu as Mmh. pas la même, tu te rends pas compte de la même manière des choses que quand on a 2. Donc Mmh. Exactement. ouais, Ouais, non, c'est pas les mêmes, ouais, c'est pas les ouais, c'est vraiment ça, c'est vraiment le caractère et l'âge, c'est complètement différent. Donc il y a pas une manière, de toute façon, c'est comme nous, hein, en tant qu'adultes, je crois qu'il y a ouais, pas une manière de réagir, identique à un deuil, avec ce qui on est, avec nos croyances, nos caractères, et cetera, quoi. ouais, Ça ouais. change énormément. Et du coup, est-ce que, tu as été suivie par, un ou une thérapeute, pour surmonter tout ça? Et c'est sur ces mots que s'achève la première partie de l'épisode avec Lucie, concernant son expérience, ou plutôt son vécu avec Julien, son histoire d'amour, mais aussi son départ. Dans la deuxième partie de l'épisode, on ira un petit peu plus loin dans le sujet de la mort, de la communication avec les défunts, de la médiumnité, et aussi du comment tourner la page, ou plutôt ne jamais vraiment la tourner. J'espère que cet épisode vous aura touché autant qu'il nous a touché à nous toutes les deux. N'hésitez pas à réagir à cet épisode, vous savez où me trouver. Et sur ce, je vous souhaite une très très belle journée. Et surtout, n'oubliez pas, soyez sages un peu et parlez fort beaucoup.